Ravi de vous retrouver pour la rétrospective environnementale. Au menu de l'actualité, le Togo franchit une étape importante dans la lutte contre le changement climatique avec l'adoption d'une loi favorisant les stratégies d'atténuation et d'adaptation. Cette nouvelle législation offrira un cadre juridique solide pour accompagner la transition écologique. Le gouvernement togolais a lancé 2 projets visant à améliorer l'accès à l'eau potable pour les populations. Le coût de réalisation de ces initiatives s'élève à 1 milliard de francs CFA. En Corée du Sud, des incendies ravageurs frappent plusieurs régions du sud-est du pays. Le bilan est lourd et les dégâts matériels sont considérables. Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, le Togo prend des mesures importantes. Une nouvelle loi visant à structurer les politiques d'adaptation et d'atténuation a été votée à l'unanimité le 20 mars dernier lors de la 4e séance plénière de la première session extraordinaire de 2025. Cette plénière a été dirigée par le président de l'Assemblée nationale, Kojo Adedie, avec en présence des membres du gouvernement, notamment le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Folibazi Katari Honoré Kata. Le Togo renforce son engagement environnemental avec l'adoption le 20 mars 2025 d'une loi dédiée à la lutte contre les changements climatiques. Ce texte, voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale, établit un cadre juridique et institutionnel destiné à structurer les politiques d'adaptation et d'atténuation. Il prévoit la mobilisation de ressources pour accompagner la transition écologique du pays, tout en mettant en avant la valorisation économique des services écosystémiques et du capital naturel. Cette initiative intervient dans un contexte où le pays subit de manière récurrente les effets du dérèglement climatique. En instaurant un cadre législatif structurant, le gouvernement entend renforcer la résilience du pays face à ces défis en favorisant des actions adaptées aux spécificités locales et en garantissant un accompagnement efficace des communautés exposées. L'adoption de cette loi s'inscrit dans la continuité des engagements internationaux du Togo en matière de climat, notamment dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Elle traduit également la volonté des autorités de mettre en place des politiques publiques intégrant la transition écologique comme un levier du développement. L'exploitation illégale de l'or prend une ampleur préoccupante dans plusieurs zones minières du Togo, notamment dans la préfecture de l'Abinan. Dans cette région, l'orpaillage clandestin constitue une menace pour l'environnement, la sécurité et la cohésion sociale. Face aux risques accrus liés à cette pratique, le préfet de l'Abinan, Ataba Abalournourou, a organisé une rencontre d'échange avec les riverains. Cette rencontre a permis de sensibiliser les exploitants et les inciter à se conformer aux réglementations en vigueur. Léon Sabo. La zone de l'Abina, située dans la région de la Kara, pilule des ressources naturelles précieuses dont l'or. Malheureusement, ces ressources attirent de nombreux exploitants illégaux, notamment au nord de la rivière Koulakou-Mpoku. Là-bas, l'orpaillage sauvage est de plus en plus pratiqué, ce qui entraîne des conséquences alarmantes sur l'environnement, la sécurité et l'économie locale. En effet, l'extraction anarchique de l'or engendre une dégradation accélérée des sols, les rendant infertiles pour l'agriculture, qui est essentielle à la subsistance des populations locales. L'utilisation exagérée des produits toxiques, comme le mercure et le cyanure, pour séparer l'or des roches, pollue les cours d'eau et les nappes phréatiques. Cette situation affecte la santé des habitants et des écosystèmes environnants. Cette exploitation illégale, associée à la destruction des berges et à la déforestation, exacerbe l'érosion des sols avec les risques d'inondation et de glissement de terrain. En dehors des dégâts environnementaux, l'absence d'un cadre de réglementation favorise l'émergence des réseaux criminels et clandestins ainsi que des tensions entre exploitants et communautés locales. De plus, la précarité des conditions de travail expose les mineurs non protégés à de fréquents accidents et à des maladies cancérigènes.
Ces activités échappent au contrôle des autorités qui ont pris la résolution d'organiser une rencontre afin d'alerter les populations sur les dangers de l'orpaillage illégal. Elle vise à sensibiliser les riverains et à promouvoir une gestion encadrée des ressources aurifères pour préserver l'équilibre écologique et garantir un développement durable. Seule une réglementation stricte et une exploitation responsable de ces ressources permettront de protéger l'environnement et d'assurer par la même occasion la prospérité des communautés locales. Dans sa dynamique de garantir l'accès à l'eau potable pour tous, le Togo a lancé 2 projets stratégiques estimés à 1 milliard de francs CFA. Ces initiatives visent à améliorer la distribution d'eau en milieu urbain et semi-urbain, tout en intégrant une étude d'impact environnemental et social pour assurer la durabilité. Honoré Kata. Le 20 mars 2025, le gouvernement togolais a officiellement lancé 2 projets majeurs visant à améliorer l'accès à l'eau potable et à renforcer la cohésion sociale dans le pays. Ces 2 projets bénéficient d'un financement d'1 milliard de francs CFA de la Banque africaine de développement BAD via un don de la Facilité africaine de l'eau. Ces initiatives s'inscrivent dans la politique nationale d'accès universel à l'eau potable d'ici 2030 et visent à répondre à des enjeux environnementaux, sociaux et sécuritaires importants. Le premier projet a pour objectif d'actualiser et de valider les études d'impact environnemental et social pour 31 centres semi-urbains répartis dans les régions maritimes, plateaux, Kara et Savane. Prévu sur 6 mois, il permettra de fournir des données fiables pour le suivi des infrastructures existantes et d'assurer leur pérennité. L'actualisation de ces études est essentielle pour mieux mobiliser les financements nécessaires à l'installation des infrastructures d'eau potable et d'assainissement dans ces régions. Le second projet, quant à lui, cible la cohésion sociale dans un contexte marqué par une insécurité croissante, notamment dans la région des Savanes, où les menaces terroristes sont une préoccupation majeure. Mis en œuvre sur 2 ans, il vise à favoriser l'inclusion des jeunes et des femmes dans les programmes de développement local, tout en renforçant les dynamiques communautaires. L'amélioration de la résilience des communautés vulnérables et la sécurisation des projets d'eau et d'assainissement sont au cœur des priorités de ce projet, contribuant ainsi à un environnement plus stable et plus solidaire pour tous. La saison des pluies au Togo avance à grands pas et la direction régionale de l'environnement et des ressources forestières des plateaux se dit prête pour la campagne 2025 à 2026. Les préparatifs ont déjà commencé avec la production de milliers de plants locaux de diverses essences adaptées au climat de la région. Pour cette nouvelle campagne, les responsables de la direction régionale de l'environnement et des ressources forestières des plateaux entendent améliorer les performances des éditions précédentes. Léon Sabo. La saison des pluies approche à grands pas. Pour cela, la Direction régionale de l'environnement et des ressources forestières de la région des Plateaux a commencé les préparatifs de sa campagne de reboisement 2025-2026. L'initiative s'inscrit dans le cadre des efforts nationaux de lutte contre la déforestation et le changement climatique. Elle vise à restaurer les écosystèmes dégradés, à promouvoir la biodiversité et à sensibiliser les populations aux enjeux environnementaux. Les responsables ont prévu pour cette édition une campagne de reboisement plus ambitieuse que les précédentes. Des milliers de plants d'essence locales qui sont adaptés au climat de la région sont en cours de production. Parmi les espèces prioritaires, on retrouve le Parkia biglobosa, le Siena siemea, le Melina arborea, le Miletia tonigi et d'autres arbres fruitiers choisis pour leur capacité restauratrice des sols et à fournir des ressources économiques aux communautés. Les productions se font au niveau de chaque direction préfectorale avec environ 3 500 000 espèces forestières attendues pour toute la région. Les forêts classées, les berges des cours d'eau, les terres agricoles dégradées et les espaces urbains sont les zones ciblées pour cette campagne. Les communes, les organisations de la société civile, les écoles et les leaders communautaires ont été associés au projet pour assurer une mobilisation collective. En ce qui concerne la sensibilisation, des séances de formation et d'information sont prévues dans les villages et les écoles pour expliquer l'importance du reboisement et les techniques de mise en terre et d'entretien des arbres.
La direction de l'environnement et des ressources forestières des plateaux lance un appel de mobilisation générale du secteur privé au secteur public en passant par la population à se joindre à cet effort collectif. Des journées de mise en terre d'arbres seront organisées dans toute la région pour donner l'opportunité à tous de contribuer à la préservation de l'environnement. Et bientôt, la gestion des déchets plastiques au Sénégal connaîtra une avancée significative grâce à la société Plastique Odyssée. Cette entreprise pionnière dans le recyclage des déchets plastiques prévoit l'installation de 10 unités de recyclage à travers différentes régions du pays. L'initiative contribuera non seulement à la création des emplois pour les jeunes, mais aussi à l'amélioration de la gestion et de la transformation des déchets plastiques. Irène Papadina. Dans le cadre du programme Sunu Plastique Odyssée, lancé en juin 2024, 10 unités de recyclage seront fabriquées et installées à travers les régions du Sénégal. L'objectif est d'améliorer la gestion de l'environnement et de renforcer l'économie circulaire du Sénégal. La directrice adjointe de Plastique Odyssée, Aïta Senba, a annoncé que la première unité de recyclage des déchets plastiques a été installée à Gandon, dans la région de Saint-Louis, tandis que la deuxième est en fabrication pour être installée à Sabodola, dans la région de Kédougou. Le projet prévoit la mise en place de ces unités dans les 10 régions du pays. Le but est de créer un réseau de recyclage qui favorise l'insertion professionnelle des jeunes dans le métier du recyclage avec une prévision de formation et d'insertion pour 1500 jeunes dans les régions ciblées. Plastique Odyssée Factory, situé au mall 10 du port autonome de Dakar, fonctionne à plein régime pour recycler les déchets plastiques. Le processus de recyclage comprend plusieurs étapes dont le tri, le broyage, le lavage, le séchage, le chauffage et le moulage des déchets plastiques. Ces étapes permettent de produire du plastique recyclé qui est ensuite transformé en divers objets et meubles, notamment des canapés, des tables, des bancs publics, des poubelles, des cages de football, des tables d'école et même des pavés. Le projet Sunu Plastique Odyssée bénéficie du soutien financier de l'ambassade de France au Sénégal et de l'accompagnement des ministères de l'Aménagement et de l'Environnement. Ses partenaires contribue à la mise en œuvre de cette initiative écologique qui vise non seulement à réduire la pollution plastique, mais aussi à développer une main-d'œuvre locale qualifiée dans le secteur du recyclage. Aïta Senba a insisté sur la nécessité d'accompagner les petites et moyennes entreprises spécialisées dans le recyclage des déchets. Selon elle, l'État doit soutenir cette filière pour permettre au Sénégal de développer une industrie locale capable de répondre à ses besoins en matière de mobilier tout en créant des emplois durables et en réduisant sa dépendance vis-à-vis des produits importés. Le projet Sunu Plastique Odyssée représente donc un tournant majeur pour le recyclage des déchets plastiques au Sénégal. Créé en 1925 dans l'est de la République démocratique du Congo, le parc national des Virunga a célébré son centenaire. Depuis un siècle, ce joyau naturel riche en biodiversité a joué un rôle essentiel dans la protection des espèces emblématiques, notamment les gorilles des montagnes, en œuvrant pour leur bien-être et leur conservation. Irène Papadina. L'année 2025 marque un jalon historique dans la vie du parc national des Virunga, avec la commémoration de ses 100 ans de vie. Ce patrimoine naturel est un véritable trésor qui renferme plusieurs espèces emblématiques comme le gorille des montagnes, l'okapi, l'éléphant de forêt et une diversité exceptionnelle d'oiseaux et de plantes. Le parc couvre 7900 km² depuis les montagnes des Virunga au sud jusqu'aux montagnes du Rwanzi au nord. Cette diversité de paysages a permis l'existence de la biodiversité la plus importante de toutes les aires protégées d'Afrique. Depuis sa création en 1925, le parc a traversé des périodes tumultueuses, notamment le braconnage, les conflits armés et l'exploitation illégale des ressources naturelles. Pourtant, grâce aux efforts des rangers dévoués et des organisations de conservation,
les Virunga continuent de résister et de prospérer. L'engagement des populations locales et des partenaires internationaux a permis de protéger cet écosystème unique malgré les défis persistants. À l'occasion de ce centenaire, l'Union congolaise pour la conservation de la nature et pour le développement durable, UCCND, a lancé la campagne en ligne Virunga 100 ans, découvrons et conservons la biodiversité ensemble. L'initiative vise à sensibiliser sur la richesse et l'importance écologique du parc, encourager la participation active à sa préservation, mettre en lumière les efforts des acteurs engagés dans sa protection et mobiliser les ressources pour soutenir les initiatives locales de conservation. Pour les responsables de l'UCCND, ce centenaire ne marque pas seulement un moment de célébration, mais aussi une opportunité pour redoubler d'efforts en faveur de la restauration des écosystèmes, du développement durable des communautés locales et du renforcement des actions de protection. Dans l'actualité également, le Maroc a lancé un programme ambitieux de construction d'autoroutes d'une valeur de 12,5 milliards de dirhams pour la période 2025 à 2032. Parmi les projets phares figure l'autoroute Rabat-Casablanca, dont la réalisation nécessitera un investissement de 1,2 milliard de dirhams. La question d'infrastructures routières au Maroc reste un défi majeur. Le pays a récemment signé un protocole d'accord avec la Société nationale des autoroutes du Maroc pour la réalisation d'un projet stratégique d'autoroute. La mise en œuvre de ces projets d'envergure inclut un financement total de 12,5 milliards de dirhams. Ces projets permettent de fluidifier le trafic routier, d'améliorer l'accessibilité et de renforcer l'interconnexion entre les régions du pays. Par ailleurs, il a été également signé un accord de financement de 1,2 milliard de dirhams, particulièrement pour la réalisation de l'autoroute reliant Rabat et Casablanca, qui s'étend sur une distance de 60 km. Une partie de ce budget sera consacrée à l'expropriation du foncier nécessaire à la création de cette autoroute. Toutes ces initiatives s'inscrivent dans le cadre des préparatifs mondiaux 2030. Elles consistent à répondre aux besoins croissants du transport, à simplifier la circulation des personnes et des biens entre les grandes villes et les zones reculées du Maroc. Des chercheurs de l'Université technologique de Nanyang à Singapour ont mis au point une méthode solaire révolutionnaire permettant de transformer les boues d'épuration en ressources précieuses. Ce procédé éco-responsable constitue une avancée majeure dans la gestion des déchets urbains avec une réduction des émissions de carbone atteignant 99,5%. Dans un contexte mondial où la gestion des déchets et la transition énergétique sont des enjeux cruciaux, une nouvelle approche prometteuse voit le jour à Singapour. Il s'agit d'une méthode innovante mise au point par les scientifiques de l'Université technologique de Nanyang. Elle consiste à transformer les boues d'épuration en hydrogène vert en aliment pour les animaux grâce à l'énergie solaire. Cette méthode innovante génère jusqu'à 13 litres d'hydrogène par heure avec une efficacité énergétique de 10% supérieure aux méthodes traditionnelles. En réduisant les émissions de carbone de 99,5%, cette approche offre une solution éco-responsable face aux défis de gestion des déchets urbains. Concrètement, le processus de transformation des boues d'épuration en hydrogène vert se fait par la décomposition mécanique suivie d'un traitement chimique qui élimine les métaux lourds nuisibles des matériaux organiques. Par rapport aux techniques conventionnelles produisant du biogaz et des résidus riches en nutriments, cette approche présente une empreinte écologique réduite et une faisabilité économique améliorée. Bien que les résultats soient prometteurs, des études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer cette technique.
Le sud-est de la Corée du Sud est ravagé par plusieurs incendies depuis une semaine. Il s'agit des feux les plus destructeurs et les plus meurtriers enregistrés dans le pays, selon les autorités. D'après le ministère sud-coréen de l'Intérieur et de la Sécurité, au moins 24 personnes ont perdu la vie et 37 000 autres ont été évacuées. Les autorités craignent toutefois que ce bilan s'alourdisse dans les prochains jours. Vivas Aman. Des flammes géantes à perte de vue, des fumées qui étouffent les passants et même les pompiers, avec des puissants vents qui emmènent les feux dans les zones inaccessibles. C'est le paysage apocalyptique que l'on découvre sur ces images qui nous parviennent du sud-est de la Corée du Sud. Ces incendies comparables à ceux de Los Angeles en janvier dernier ont déjà décimé 17 000 hectares depuis le 21 mars, selon les plus hautes autorités sud-coréennes. Malgré le déploiement de tout le personnel et de tout l'équipement disponible pour lutter contre ce qui sont devenus les pires incendies de forêt de l'histoire du pays, la situation reste critique. 7 000 pompiers sont déjà actuellement sur le front pour combattre les flammes, appuyés par des engins aériens tels que les hélicoptères et les avions. Ces derniers peinent à effectuer leur mission face aux conditions climatiques difficiles. Un hélicoptère s'est malheureusement écrasé dans la journée du mercredi, tuant ainsi son pilote. Selon les autorités, le bilan humain s'élève actuellement à 24 morts. Considéré comme l'un des pires incendies de l'histoire du pays, les flammes ont même consumé des temples vieux de plus de 1000 ans. Une situation qui attriste les habitants de la région. Lorsque j'ai appris la nouvelle, je me suis senti tellement anéanti que je n'arrivais pas à reprendre mes esprits. C'était un sentiment extrêmement douloureux et je me suis demandé pourquoi une telle chose pouvait arriver. L'état d'urgence a été déclaré dans 4 régions du pays. Les pompiers, toujours à l'œuvre, espèrent que les orages prévus dans les jours à venir vont aider à éteindre ces incendies. La journée mondiale de la météorologie a été une fois encore célébrée le 23 mars dernier autour du thème « Combler ensemble les lacunes en matière d'alerte précoce ». Cette célébration a mis en lumière le rôle essentiel des services météorologiques et hydrologiques nationaux dans la sécurité et le bien-être de la société. Vivas Aman. 75 ans après l'entrée en vigueur de la convention qui a institué l'Organisation météorologique mondiale, le monde entier a commémoré le 23 mars 2025 la journée météorologique mondiale. Cette journée donne l'occasion de souligner une fois de plus la contribution capitale qu'apportent les services de météorologie et d'hydrologie nationaux à la sécurité et au bien-être des populations dans le monde. Étant en première ligne des phénomènes climatiques, les services météorologiques sont pleinement conscients des questions d'actualité liées au temps, au climat et à l'eau. Le thème retenu cette année l'illustre très bien en se déclinant en ces termes « Combler ensemble les lacunes en matière d'alerte précoce ». Il met en lumière l'importance de garantir que chaque individu, où qu'il se trouve, puisse bénéficier d'un système efficace pour prévenir les catastrophes climatiques. Aujourd'hui, près de 50% des pays de la Terre ne disposent pas de matériel d'alerte adéquat. Pourtant, ces systèmes sont essentiels pour sauver des vies face à des événements extrêmes comme les vagues de chaleur, les inondations ou les cyclones. Cette nouvelle édition de la Journée météorologique mondiale permet de rappeler la nécessité de renforcer la coopération internationale et investir dans les infrastructures météorologiques modernes. Pour cette année 2025, la cérémonie officielle de cette journée va se dérouler le 24 mars au siège de l'Organisation météorologique mondiale à Genève, en Suisse. Ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci de votre aimable attention. Bonne fin de carême à tous les musulmans du monde entier. Excellent week-end à tous. Green TV International, we revive the environment.